Salutations, bienvenue à cette nouvelle exploration approfondie au cœur de l'actualité guinéenne. Bonjour. Oui, bonjour. On plonge aujourd'hui dans une période particulièrement intense pour la Guinée, c'est vrai. La transition politique, on sent qu'elle entre dans une nouvelle phase. Et puis sur les fronts économiques, sociaux, les initiatives se multiplient. Absolument. L'objectif, là, c'est de démêler un peu ensemble tous les fils de cette actualité, qui est assez dense, faut le dire. Oui, Comment les décisions politiques récentes, les grands projets économiques annoncés ou qui sont relancés, et puis les mouvements dans la société, comment tout ça s'articule? C'est un peu ça qu'on va essayer de comprendre. c'est ça. Il s'agit vraiment de connecter les points, d'aller un peu au-delà des annonces pour saisir les dynamiques profondes qui façonnent la Guinée, là, en ce moment précis. Alors, commençons peut-être par ce qui focalise beaucoup d'attention, le calendrier politique. Oui. L'annonce de la date de l'élection présidentielle, fixée au 28 décembre prochain. Ça, c'est sans doute l'élément le plus marquant de ces dernières semaines. Ah oui, ça donne une perspective très concrète de sortie de la transition quand même. C'est un jalon temporel important, effectivement. Fixer une date, ça met une certaine pression sur tous les acteurs, et puis ça clarifie l'horizon. Enfin, en théorie du moins. Tout à fait. Et en parallèle de cette annonce, on voit que l'appareil institutionnel, lui, il se met en ordre de marche. Oui, La Cour suprême, par exemple, elle a nommé les membres de la commission qui va recevoir et examiner les dossiers de candidature. C'est technique, mais c'est indispensable. Ça montre que ça avance. d'accord. Donc, les préparatifs avancent sur ce plan-là. Et ce n'est pas tout, j'imagine. Non, la Direction générale des élections, la DGE, ces cadres ont suivi des formations spécifiques aussi. Ah oui? On sent bien qu'il y a une volonté d'anticiper les besoins logistiques, organisationnels d'un scrutin comme celui-là. Bien sûr. Mais au-delà de ces aspects un peu techniques, ce qui est frappant, non, c'est la mobilisation citoyenne qui semble prendre forme. Effectivement, on a eu des échos, des informations qui parlent de marches, de rassemblements, Où ça, par exemple? en province, comme à Daboula, mais aussi dans des quartiers clés de Conakry, Matoto par exemple. D'accord. Et ces rassemblements, ils disent quoi? Ils ne sont pas neutres, justement. Ils expriment très clairement un soutien à une éventuelle candidature du chef de l'État actuel, le général Mamadi Doumbouya. Ah, voilà. C'est là que ça devient politiquement très intéressant. Ces manifestations portées par des citoyens, des groupes sociaux professionnels, ça introduit une dynamique populaire, en fait, dans le débat préélectoral. Oui, Quelle est la portée réelle de tout ça? Est-ce que c'est un courant de fond ou une mobilisation plus organisée? C'est difficile à dire là maintenant, mais c'est ça. ça montre qu'une opinion s'exprime publiquement sur l'avenir politique immédiat, quoi. Et cette expression populaire, elle intervient alors que le chef de l'État, lui, il poursuit ses activités régaliennes, on va dire, sans se prononcer sur ses intentions d'ailleurs. Oui, on l'a vu présider la première session du Conseil supérieur de la défense nationale, visiter la primature, le ministère de l'enseignement supérieur. Exactement. Ça montre une continuité de l'action de l'État. Donc il y a ce double niveau, l'agenda institutionnel qui se poursuit et puis l'émergence de ce débat public animé sur sa candidature potentielle. L'articulation entre les deux, ça va être crucial à suivre dans les mois qui viennent. Bon, si on se tourne maintenant vers l'économie, là aussi l'actualité a été riche. On sent une volonté d'impulser un nouveau rythme. Oui, Notamment avec le lancement du Guinée Business Forum par le Premier ministre Amadou Ouriba. L'idée affichée, c'est de fluidifier le dialogue État-secteur privé pour accélérer les réformes. d'accord. Et dans ce contexte, il y a eu un événement qui a eu un certain écho, c'est l'attribution par Standard & Poor's de sa première note souveraine à la Guinée, un B+. Oui, Comment on interprète ce signal? C'est un blanc-seing pour les investisseurs ou c'est plus compliqué? c'est un signal important, c'est sûr, mais il faut nuancer un peu. Obtenir une note inaugurale, même si c'est dans la catégorie spéculative comme le B+, c'est une étape. Ça va vers plus de transparence, une évaluation externe de la solvabilité. Donc, ça peut rassurer certains investisseurs. Ouh, ça peut, oui. Et potentiellement faciliter l'accès au marché de capitaux, même si le coût resterait élevé avec cette note-là. Mais S&P pointe aussi des défis structurels. D'accord. Donc c'est une reconnaissance, mais c'est aussi un rappel des efforts qu'il reste à faire. Une reconnaissance qui coïncide avec l'avancée visible de projets d'infrastructures majeures. On pense à Simandou, évidemment, Ah oui, Simandou. ce géant minier et ferroviaire. L'étape très médiatisée, ça a été la réception des trains et des wagons pour la compagnie du Transguinéen, la CTG. Oui, voir ce matériel arriver, ça rend le projet beaucoup plus concret aux yeux des gens et des partenaires aussi. C'est un symbole fort, ouais. Ça montre la volonté d'avancer sur ce dossier qui est stratégique pour l'économie. Absolument.
L'impact psychologique de voir le matériel roulant, c'est pas négligeable. Et puis, au-delà de Simandou, il y a eu la ratification par décret de financements assez conséquents, Oui. Combien? plus de 240 millions de dollars, pour divers autres projets d'infrastructure. Ça suggère que l'investissement public continue d'être un moteur important malgré les contraintes budgétaires qu'on peut imaginer. Mhm. Et on voit aussi des projets plus sectoriels, mais qui sont tout aussi importants pour les populations. Par exemple, j'ai noté le lancement des travaux de rénovation du centre frigorifique de Kenya. Ah oui, essentiel pour la pêche, ça. Exactement. Pour la conservation des produits, donc pour les revenus des pêcheurs, et puis la sécurité alimentaire derrière. C'est le genre d'investissement qui a un impact direct sur le quotidien, quoi. Et dans le secteur de l'éducation aussi, il y a des choses. Le projet de construction de 20 nouveaux lycées qui a été examiné par le CNT, le Conseil national de la transition. 20 lycées, c'est un investissement conséquent dans le capital humain, ça, sur le long terme. Oui, c'est crucial pour l'avenir, même si les bénéfices, on ne les verra pas tout de suite. Bien sûr. L'énergie, ça reste un défi majeur en Guinée. Et là aussi, on voit des projets qui sont lancés. La construction d'une centrale HFO à Kankan et Kouroussa. HFO, donc Heavy Fuel Oil, fuel lourd. C'est ça. Ça vise à améliorer la desserte électrique là-bas. C'est une solution souvent rapide à mettre en œuvre pour augmenter la capacité, mais bon. Mais ça soulève des questions environnementales et de dépendance aux hydrocarbures, c'est sûr. C'est un arbitrage fréquent dans beaucoup de pays, cet arbitrage-là. Tout à fait. Et pour gérer ces projets, qui sont souvent complexes, surtout ceux avec des financements privés, on sent que l'administration cherche à, monter en compétences. Oui, j'ai vu passer des ateliers de formation sur les partenariats publics-privés, les fameux PPP. Voilà, ça s'inscrit dans cette logique. Mieux maîtriser ces outils contractuels pour mobiliser des capitaux privés pour les infrastructures publiques, tout en étant conscient des risques et des exigences de suivi que ça implique, bien sûr. C'est un enjeu clé. Et n'oublions pas l'agriculture, le pilier de l'économie guinéenne. Ah non, surtout pas. La mobilisation de plus de 16 milliards de francs guinéens via le FODA, le Fonds de développement agricole, c'est significatif. Oui, ce fonds, c'est un levier important pour financer des projets locaux, soutenir les producteurs, essayer de réduire la dépendance alimentaire. En somme, quand on met toutes ces pièces ensemble, la notation financière, les projets miniers, ferroviaires, les infrastructures sectorielles, pêche, éducation, énergie, le renforcement des capacités en PPP, le soutien à l'agriculture, on discerne une stratégie assez cohérente. Oui, qui vise à renforcer les bases de l'économie nationale et à affirmer une certaine souveraineté économique. Après, reste à voir la vitesse et l'efficacité de la mise en œuvre sur le terrain, bien sûr. C'est toujours la question, la mise en œuvre. De l'appareil d'État. Et plus spécifiquement, la justice et les institutions de contrôle. Le 1er novembre, il y a eu cette série de décrets présidentiels avec de nombreuses nominations de magistrats et de cadres. Oui, et j'ai noté ces mouvements. Ça concerne des postes clés au niveau local, non? Juge de paix, juge d'instruction dans plusieurs préfectures, Lola, Bila, Yomu. C'est ça. C'est important pour le fonctionnement de la justice de proximité, celle qui est au contact direct des citoyens. Tout à fait. Mais le changement le plus spectaculaire, c'est peut-être la Cour des comptes, non? L'ampleur des nominations là-bas, ça suggère une vraie refonte de l'encadrement de cette institution qui est cruciale. Une refonte, c'est-à-dire quels postes sont concernés, c'est juste le sommet ou c'est plus profond que ça? Ah non, c'est bien plus profond qu'un simple changement à la tête. Il y a un nouveau premier président, M. Mohamed Kaba, mais au-delà, ce sont les présidents de toutes les chambres spécialisées qui ont été désignés. Ah oui, quand lesquels? La Chambre des comptes de l'État, celle des collectivités territoriales, celle des entreprises publiques et même la Chambre de discipline budgétaire et financière. D'accord. Et ça ne s'arrête pas là. Nouveau secrétaire général, de nombreux conseillers maîtres, des conseillers référendaires et aussi les membres du parquet près la Cour, y compris le commissaire général du gouvernement. C'est quasiment un renouvellement complet de l'équipe dirigeante et d'encadrement. Ah oui, quand même. C'est effectivement massif. Une telle vague de nominations tout en même temps dans une institution comme la Cour des comptes, ça interpelle forcément. Oui. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Au-delà de la simple volonté affichée de renforcer le contrôle, est-ce qu'il y a un message politique ou stratégique plus spécifique derrière tout ça, à ton avis? C'est une question légitime. La Cour des comptes, c'est le gardien de l'orthodoxie financière publique. Elle contrôle la régularité, la performance de la gestion publique. Une restructuration d'une telle ampleur, on peut l'interpréter de plusieurs façons. D'un côté, oui, comme une volonté très forte de marquer une rupture, d'insuffler une nouvelle dynamique, peut-être de répondre à des critiques passées sur l'efficacité des contrôles. D'accord. D'un autre côté, ça peut aussi être vu comme une façon pour le pouvoir exécutif de placer des personnalités jugées plus alignées ou plus aptes à mettre en œuvre sa vision de la bonne gouvernance. Oui, je vois.
Quoi qu'il en soit, ça met la Cour des comptes sous les projecteurs. Ça crée une attente énorme sur son action future en matière de transparence, de redevabilité. L'impact sur la confiance, que ce soit celle des citoyens ou des partenaires financiers, ça sera vraiment à surveiller de près. Clairement. Bon, passons maintenant aux aspects sociaux, sanitaires, culturels qui ont marqué l'actualité récente. Octobre, ça a été largement dominé par la campagne Octobre Rose. Oui, une mobilisation importante. Très importante pour la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Ce sont des enjeux de santé publique majeurs, y compris en Guinée, bien sûr. Tout à fait. Et on a vu une implication notable de plusieurs acteurs, des ministères comme celui de l'Environnement, la RTG, la Télé nationale, la société civile. Il y a eu une marche rose à Conakry, je crois, avec un appel à la mobilisation du Premier ministre lui-même. Exactement. Ça montre une volonté politique de s'emparer du sujet. C'est essentiel, parce que le dépistage, la prise en charge précoce, c'est ça la clé. Bien sûr. Et sur le front des infrastructures de santé, il y a eu du concret aussi, avec l'inauguration de la centrale de production d'oxygène médical à l'hôpital régional de Bokeh. Ah oui, ça c'est vital. On sait combien l'accès à l'oxygène a été critique pendant le Covid, mais en fait, c'est vital tout le temps, pour plein de pathologies. C'est un progrès tangible pour cette région. Indéniablement. C'est le type d'investissement qui renforce vraiment les capacités de prise en charge locale. Par contre, à côté de ces avancées, il y a des défis anciens qui persistent. Comme La prolifération des moustiques à Conakry notamment. Ça reste une préoccupation majeure pour les habitants. Au-delà du désagrément, c'est surtout le risque accru de paludisme. le palu, oui. Maladie qui pèse encore très lourdement sur la santé publique dans le pays. Ça rappelle que les infrastructures, c'est bien, c'est nécessaire, mais la lutte contre les vecteurs de maladies, ça reste un combat de tous les jours. Un combat de longue haleine. Sur un autre registre, plus culturel, la Guinée a célébré la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Oui, C'était l'occasion de mettre en lumière les efforts de numérisation, de modernisation des archives et aussi des réformes dans le secteur des médias publics. Préserver la mémoire audiovisuelle, c'est important, c'est préserver une part de l'identité nationale. tout à fait. Et toujours dans ce domaine de la culture et de la sensibilisation, il y a eu la dédicace d'un livre, Vaincre le cancer du sein, comprendre et agir. Ça fait écho à Octobre Rose. Oui, mettre à disposition des informations claires, accessibles, c'est un complément indispensable aux actions de dépistage. Exactement. Et puis, une note plus triste a marqué l'actualité communautaire, le décès du Kuntigigbe de la Basse-Guinée. Ah oui, une figure importante. Il faut peut-être préciser pour ceux qui nous écoutent, le Kuntigigbe, c'est une autorité morale et traditionnelle très respectée dans cette région côtière de la Guinée. Sa disparition, c'est une perte pour le patrimoine culturel immatériel. Oui, c'est une figure qui comptait beaucoup. Ce fameux 1er novembre, ce n'était pas seulement la date des nominations judiciaires, c'était aussi une date anniversaire pour une autre institution clé du pays, l'armée guinéenne. 67 ans, c'est ça. 67 ans d'existence. Et le thème choisi pour cette commémoration, de la stabilité au développement, un engagement continu, il est loin d'être anodin celui-là. Ah non. Ça suggère une vision assez élargie du rôle des forces armées. Qu'est-ce que ça implique concrètement, cette idée d'engagement continu pour le développement? Ce thème, il positionne clairement l'armée non plus seulement comme garante de la sécurité, de l'intégrité territoriale, mais comme un acteur potentiel du développement socio-économique. D'accord. Et l'analyse qui en est faite, c'est de mettre en avant l'idée que l'armée, par sa structure, sa discipline, ses capacités logistiques, organisationnelles, pourrait contribuer à réaliser de grands projets ou à gérer certaines situations complexes, y compris en dehors du champ strictement militaire. C'est une perspective intéressante qui cherche à valoriser les compétences spécifiques de l'institution militaire au service du développement national. On peut le voir comme une manière de légitimer l'armée comme une force constructive, au-delà de sa fonction purement régalienne. C'est ça. Mais bon, ça soulève aussi des questions quand même. Quelle est la limite entre cette contribution au développement et une implication peut-être excessive dans des domaines civils? Oui. Comment cette contribution s'articule avec les ministères techniques, par exemple? C'est un débat important, surtout dans un contexte de transition politique où l'armée joue un rôle central. Tout à fait. La marche de cohésion civilo-militaire qui a été organisée à Conakry juste avant l'anniversaire, elle visait sans doute à renforcer cette image d'une armée proche de la population, partenaire du développement. Mais la concrétisation de ce rôle de développeur et comment il est perçu par les acteurs civils, ça reste des enjeux pour l'avenir. Pour clore ce panorama, évoquons peut-être brièvement quelques points sur la coopération régionale et internationale. La Guinée reste active sur ces fronts-là. Oui, Sur la sécurité maritime, par exemple,
un enjeu majeur dans le golfe de Guinée. Des recommandations ont été formulées suite aux travaux du mémorandum d'Abuja. C'est un cadre de coopération régionale important. D'accord. Et dans le domaine des médias aussi, j'ai vu que des liens se tissent ou se renforcent. Des discussions sont en cours pour un partenariat entre la radio rurale de Guinée et l'ORTM, l'Office de radio et télévision du Mali. Oui, c'est intéressant de voir cette volonté de partager les expériences, les contenus entre médias publics de la sous-région. Tout à fait. Et sur la scène internationale, il y a eu une nomination notable. Une compatriote, Madame Diéné Keïta, qui a pris la tête de l'UNFPA. Ah oui, le Fonds des Nations Unies pour la population. C'est une position de premier plan au sein du système onusien. C'est une belle reconnaissance pour la Guinée. Absolument. Et puis, on avait déjà évoqué la mission du ministre de l'Énergie en Turquie pour renforcer la coopération dans ce secteur clé. Voilà, tous ces éléments montrent que la Guinée continue d'entretenir et de développer ses relations extérieures. Bon, voilà un tour d'horizon très complet, je trouve. Si on essaie de synthétiser un peu tout ça, on voit une Guinée en pleine effervescence, hein, C'est le mot, oui. une transition politique qui accélère avec cette échéance électorale fixée. Ça crée de la clarté, mais aussi de nouvelles tensions, sans doute. Une économie où les grands projets avancent, où on cherche à attirer les investisseurs tout en soutenant les secteurs clés, comme l'agriculture. Des réformes profondes dans l'appareil judiciaire, le contrôle financier. Une attention renouvelée aux questions de santé publique, même si des défis persistent. Et puis cette armée dont le rôle dans le développement est très affirmé. C'est une bonne synthèse, oui. Tous ces chantiers ouverts en même temps, ça dessine l'image d'un pays en pleine transformation, ou du moins qui ambitionne de l'être. Hmm. La pensée qui me vient, là, pour prolonger un peu notre réflexion, c'est la suivante. Face à ce foisonnement d'initiatives, qui sont souvent impulsées par le sommet de l'État, comment les citoyens guinéens, dans toute leur diversité, vivent ces changements? Comment ils se les approprient, ces projets, ces réformes? Oui, c'est la question clé. Au-delà des manifestations de soutien ou des inquiétudes ponctuelles qu'on peut entendre, quelle est la dynamique réelle de participation citoyenne à la construction de cet avenir post? Et surtout, comment ces différentes logiques, l'agenda politique serré, les impératifs économiques de long terme, les besoins sociaux immédiats, le rôle des institutions de contrôle, de défense, comment tout ça va interagir, voire entrer en friction dans les mois cruciaux qui s'annoncent? C'est peut-être là que réside la clé, oui, pour comprendre la trajectoire future de la Guinée. Une question essentielle, en effet, qui nous rappelle que l'avenir d'un pays, ça se joue à l'intersection de toutes ces forces. Exactement. Merci beaucoup d'avoir partagé cette exploration avec nous. Merci à vous. Bienvenue à ce nouveau numéro où l'on explore différentes perspectives. Aujourd'hui, on va se pencher sur la transition politique en Guinée. C'est un sujet complexe, hein, avec des événements récents qui prêtent à débat. Oui, tout à fait. Complexe, c'est le mot. Et la question qui nous occupe aujourd'hui, elle est, somme toute, assez directe. Est-ce que les développements récents, je pense à la date fixée pour la présidentielle, ou même à ces manifestations de soutien qu'on a vues, est-ce que tout ça, c'est le signe d'une avancée, disons, crédible, vers un régime civil, démocratique? Ou alors, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt y voir une forme de consolidation du pouvoir qui est déjà en place? Hmm. Alors, notre discussion, elle va s'appuyer sur les faits, sur les informations rapportées ces derniers temps concernant la situation politique, les actions du gouvernement en Guinée. De mon côté, je vais défendre l'idée que les mesures prises, notamment ce calendrier électoral précis et puis certaines réformes institutionnelles, montrent un engagement réel, tangible, pour la transition démocratique telle qu'elle a été annoncée. D'accord. Et moi, je vais plutôt argumenter que, au-delà de ces annonces formelles, il y a certains signaux, la nature des mobilisations populaires par exemple, leur simultanéité aussi, qui jettent un doute sérieux, je pense, sur l'authenticité démocratique de tout ça. Ça pourrait en fait suggérer une tentative de légitimer le pouvoir militaire actuel, mais par d'autres moyens, quoi. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. De mon point de vue, il y a plusieurs éléments concrets qui montrent que oui, la transition avance. Le plus visible, c'est sans doute la publication de ce calendrier électoral avec la présidentielle fixée au 28 décembre 2025. Ça, c'est un horizon clair.
C'était attendu et ça structure la suite. Pour moi, c'est la preuve qu'on va vers une sortie de transition par les urnes. Et puis, à côté de ça, on voit des signes de renforcement des institutions. Prenez les décrets du 1er novembre 2025, par exemple. Ils nomment un nombre important de magistrats des juges de paix, des juges des TPI, tribunaux de première instance, et aussi des cadres de la Cour des comptes. Remettre la justice en état de marche, c'est fondamental pour bâtir un état de droit solide. On est d'accord là-dessus, non Administratif, institutionnel, mais qui pèse lourd, je crois. Je comprends bien votre lecture, qui met en avant ces étapes formelles. Oui, elles existent, c'est factuel. Mais les voir comme des preuves irréfutables d'un engagement démocratique sans faille, ça me semble peut-être un peu rapide si on occulte le contexte plus large. Et ce contexte, justement, il me paraît beaucoup plus ambigu. Oui, mais permettez-moi juste de compléter mon idée de départ. Parce qu'au-delà des aspects institutionnels qui préparent l'avenir politique, il faut aussi voir le présent. L'État fonctionne, il travaille sur le développement du pays. Le gouvernement lance des initiatives, Le Guinée Business Forum, c'est récent, pour attirer les investisseurs. Il y a eu la réception des trains pour Simandou, le transguinéen. On parle de centrales électriques à Cancan, Kouroussa, de la construction de 20 lycées modernes. Et puis il y a cette notation B+ de Standard & Poor's, S&P. C'est quand même un signal de confiance envoyé au marché, même en transition. Pour moi, tout ça, ça montre un exécutif qui est actif, qui gère et qui prépare l'avenir, tout en respectant les engagements. C'est la marque d'une transition sérieuse, quoi. J'entends bien la liste des projets et des actions. Et je ne nie pas leur existence, ni même leur importance potentielle pour la Guinée. Mais, justement, ma lecture des événements récents me pousse à une interprétation, disons, assez différente de la vôtre sur la finalité de tout ça. Regardons un peu ce qui s'est passé fin octobre 2025. On a vu apparaître, presque du jour au lendemain, et dans plusieurs villes importantes, d'Abola, Matoto, des quartiers de Conakry, et des manifestations populaires massives, avec un seul mot d'ordre, réclamer ou même exiger la candidature du général Mamadi Doumbouya pour 2025. Alors, vous parlez d'un calendrier fixé, mais comment on peut ignorer ce climat de plébiscite quasi organisé ? La simultanéité et l'ampleur que rapportent les médias d'État comme l'RTG, franchement, ça sent l'orchestration politique à plein nez, non ? Le but semble être de créer un appel populaire irréfutable. Dans ces conditions, parler d'une future compétition électorale équitable, ça me paraît, pour le moins optimiste. Quels autres candidats pourraient espérer une telle spontanéité avec une telle couverture médiatique ? Vous soulevez là le premier point clé de notre désaccord. L'interprétation de ces appels à candidature. Mais je ne partage pas ce scepticisme systématique. Pourquoi ne pas y voir, plus simplement, l'expression d'un soutien populaire qui est réel? Une partie de la population est peut-être satisfaite, oui, des actions menées, de la stabilité, des promesses de développement. La liberté d'expression, ça inclut aussi celle de soutenir un dirigeant. Ça fait partie d'un processus qui se veut démocratique, même s'il est transitoire. Et le fait que le gouvernement, lui, maintienne le cap sur l'élection avec une date précise, ça montre justement qu'il s'en remettra au verdict des urnes. Non, ces manifestations, qu'elles soient spontanées ou encouragées, elles ne remettent pas en cause la tenue du scrutin en soi. Oui, mais c'est précisément là que le bas blesse. Vous voyez, qualifier ces événements de simple expression populaire, ça me paraît soit naïf, soit ça occulte leur dimension stratégique qui est pourtant évidente. Quand on regarde l'organisation quasi militaire de ces rassemblements, leur couverture médiatique hyper favorable sur les canaux officiels, on est loin, très loin d'une simple manifestation d'opinion quand même. C'est une démonstration de force politique. Le but, c'est de saturer l'espace public, l'espace médiatique, pour rendre l'idée de la candidature du général non seulement acceptable, mais souhaitable, voire inévitable, parce que, soit disons, le peuple le demande. Comment parler d'équité dans ces conditions? Ça crée un déséquilibre énorme avant même le début de la campagne. Ça peut décourager d'autres candidatures et ça oriente l'opinion de manière massive. Ce n'est pas juste une dynamique politique, ça. C'est une tentative de façonner le paysage électoral bien en amont. Je vois l'angle de votre critique, mais revenons aux actes institutionnels, aux choses concrètes. Vous semblez voir de la manœuvre partout, même dans les nominations de magistrats du 1er novembre. Mais j'insiste, c'est une nécessité pour que ça fonctionne, pour que la justice puisse trancher, pour que la Cour des comptes contrôle l'argent public. Il faut bien nommer des juges, des présidents de chambre, des conseillers, des commissaires. Le décret nomme spécifiquement le premier président de la Cour des comptes, ses présidents de chambre, son secrétaire général. C'est structurant. On ne peut pas laisser ces institutions clés sans tête sous prétexte qu'une élection arrive. C'est plutôt un signe de bonne gouvernance de pouvoir ces postes.
D'ailleurs, la mise en place par la Cour suprême de la commission de validation des candidatures fin octobre, ça va dans le même sens. L'appareil judiciaire se prépare techniquement à l'échéance. Qu'il faille pouvoir ces postes, on est d'accord. Personne ne dit le contraire. C'est le moment et c'est le contexte qui pose question, vous comprenez ? On est à 1 an d'une présidentielle où le chef de l'État actuel, arrivé par un coup de force, rappelons-le, est maintenant ouvertement poussé à se présenter par des manifestations, disons, d'une ampleur suspecte. Et c'est dans ce climat-là qu'on procède à des nominations aussi massives et à des postes aussi stratégiques. Je pense surtout à la Cour des comptes, qui aura un rôle clé dans le contrôle financier, peut-être même dans le jugement des comptes de campagne ou de la gestion passée. Ça ne peut qu'éveiller des soupçons, forcément. Est-ce que c'est vraiment un simple renforcement impartiel ou est-ce que c'est pas plutôt une manière de placer des gens jugés loyaux à des leviers de contrôle essentiels juste avant une élection qui s'annonce tendue? Sans rien enlever à la compétence des nommés, l'opportunité politique de ces nominations en bloc là maintenant, elle est pour le moins discutable. Ça peut être vu comme une volonté de verrouiller le système avant le scrutin. Votre interprétation me semble toujours orientée vers le soupçon, systématiquement. Prenons le 3e point, l'accent mis sur le développement économique et la stabilité. Vous y voyez une rhétorique pour se maintenir au pouvoir. Moi, je pense au contraire que c'est la base. C'est indispensable pour une transition réussie et pour l'avenir du pays. Mettre en avant Simandou, chercher à améliorer l'énergie, attirer des investisseurs avec le Business Forum, obtenir une bonne note de S&P, tout ça, ça vise à créer des perspectives, un climat de confiance. On ne bâtit pas une démocratie stable sur des ruines économiques ou dans l'insécurité, c'est évident. Donc insister sur la stabilité, y compris avec le thème de l'anniversaire de l'armée, de la stabilité au développement, un engagement continu, c'est logique. L'armée, en tant qu'institution, a un rôle pour garantir cette stabilité nécessaire au progrès. C'est une approche pragmatique, responsable, face aux défis. Le pragmatisme a parfois bon dos. Personne ne conteste qu'il faut du développement, qu'il faut de la stabilité. Mais quand cet argument est porté par un régime militaire de transition dont le chef est lui-même sans cesse mis en avant comme le seul garant de cette stabilité et de ses projets, là, la lecture change forcément. Le discours sur la stabilité et le développement d'abord, ça peut devenir un prétexte très commode pour repousser l'échéance démocratique ou pour la biaiser. L'idée qu'on essaye de faire passer, martelée par les appels à candidature et ce thème de l'armée, c'est que seul le leadership actuel peut mener la Guinée sur cette voie. Et dans ce scénario, l'objectif de départ de la transition, un retour rapide, équitable à un pouvoir civil élu, eh bien, il risque fort d'être mis au second plan, voire d'être instrumentalisé. Une condition pour la démocratie, mais potentiellement son substitut, ou en tout cas son ajournement. Et le rôle de l'armée présenté comme central dans le développement. Ça renforce cette ambiguïté. On parle de l'institution républicaine ou du groupe au pouvoir. C'est cette confusion-là qui m'inquiète profondément en fait. Bon, je maintiens donc ma lecture des faits. D'un côté, on a un calendrier électoral. Il est officiel, il est public, fixé au 28 décembre 2025. On a des nominations au sein de l'État qui suivent les procédures légales qui visent à faire fonctionner les institutions. On a des projets de développement concrets qui avancent. Pour moi, ce sont des marqueurs objectifs. Ils indiquent une trajectoire vers la normalisation, vers la démocratie. Les manifestations de soutien, même si elles sont médiatisées, elles relèvent du jeu politique et elles ne suffisent pas, à mes yeux, à disqualifier les avancées structurelles qu'on observe. Et moi, je persiste à penser que la convergence de certains signaux ne peut pas être balayée comme ça, d'un revers de main. La simultanéité, la nature quasi plébiscitaire de ces mobilisations pro-Doumbouya fin octobre, les nominations stratégiques qui arrivent juste après, dans ce climat très particulier, et puis ce discours omniprésent qui lie la stabilité, le développement à la figure du chef de la transition et au rôle central de l'armée qu'il dirige, tout ça, ça crée une atmosphère qui interroge sérieusement l'ouverture réelle, l'équité du processus électoral qui arrive. La question de fond, elle reste entière. Est-ce qu'on est dans une transition vers une démocratie civile ou est-ce que c'est une transition qui vise surtout à légitimer le pouvoir militaire par les urnes, mais dans des conditions soigneusement préparées ? Bon, il est indéniable que la situation en Guinée est complexe. Elle offre matière à interprétations divergentes, c'est clair. D'un côté, on voit des étapes formelles, des actes administratifs, des échéances qui semblent indiquer une volonté d'aller vers un retour à l'ordre constitutionnel. Et de l'autre côté, effectivement, il y a des dynamiques politiques, des choix de communication, des décisions stratégiques qui sèment un doute légitime sur la neutralité du processus, sur la nature profonde de cette transition. Décrypter ces signaux contradictoires en se basant sur les faits disponibles, c'est crucial pour comprendre les vrais enjeux. Tout à fait.
Et la période qui vient sera déterminante pour voir comment tout ça va évoluer concrètement sur le terrain. Il faudra rester attentif et continuer l'analyse critique. La confrontation de nos points de vue aujourd'hui, c'était justement pour essayer d'éclairer un peu cette complexité. Exactement, et il appartiendra à chacun, je pense, de continuer à suivre ça de près, les développements futurs, et puis de se forger sa propre opinion en pesant les arguments et les faits qui vont émerger dans les mois à venir. La discussion, elle est loin, très loin d'être close.